Merci et merci d'être avec nous sur Médian TV Afrique. Bienvenue dans Talk Afrique Presse. Au menu de ce nouveau numéro, 12 sujets d'actualité à débattre. D'abord, la situation politique au Zimbabwe qui reste encore confuse au lendemain de la prise du pouvoir par l'armée qui a mis à surveiller le président Robert Mugabe. Une situation qui continue de susciter des réactions, notamment au sein de la communauté internationale. Également, dans ce numéro de Talk Afrique Presse, il sera question de la situation politique au Togo. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Madiambal Diagne, président du groupe Avenir Communication. Madiambal, bonjour. Bonjour. Avec nous également sur ce plateau, Omar Ngom, Omar Dien plutôt. Il est journaliste à l'agence de presse africaine. Omar, bonjour. Bonjour. Alors, merci, messieurs. L'actualité africaine en débat, la situation politique au Zimbabwe qui reste encore confuse au lendemain de l'intervention des militaires qui ont pris le contrôle du pouvoir et placé en résidence surveillée le président Robert Mugabe. Mugabe qui a d'ailleurs rencontré jeudi dernier des généraux, rencontre à l'issue de laquelle il a indiqué qu'il ne va pas céder le pouvoir. Nous allons d'abord vous proposer ce résumé de Ferrouz Ben Taref avant d'aller dans le vif du sujet. Regardez. La rencontre a eu lieu hier au siège de la présidence à Harare. Le président Robert Mugabe s'est entretenu avec le chef de l'armée, le général Constantino Chiwenga, en présence de 2 ministres sud-africains dépêchés par le président Jacob Zuma. Au pouvoir depuis 37 ans, Mugabe aurait refusé de démissionner, selon des sources proches des militaires, la teneur des discussions n'ayant pas été publique. Robert Mugabe a annoncé son intention de briguer, malgré son âge et sa santé de plus en plus fragile, un nouveau mandat lors de l'élection prévue en 2018. Plusieurs voix de l'opposition ont exigé à leur tour son départ et une transition vers des élections libres, à l'instar de l'ancien Premier ministre Morgan Tsvangirai. Pour moi, ce n'est pas personnel. Nous étions ensemble dans la coalition sous le gouvernement de l'unité nationale. Ça n'a jamais été un problème personnel, mais il faut qu'il démissionne. Les contours de ce coup de force de l'armée se dessinent de plus en plus comme une volonté de faire vaciller le règne d'un des plus vieux dirigeants en exercice de la planète. Selon les analystes, les militaires sont déterminés à sortir rapidement de la crise. En effet, le pays est plongé depuis le début des années 2000 dans une crise économique et financière catastrophique qui nourrit la colère de la population contre le régime. Alors, Madiambal Diagne, nous avons regardé ensemble cet élément. Je veux d'abord préciser que Robert Mugabe a fait sa première apparition publique ce vendredi depuis ce coup de force inédit de l'armée qui a pris le contrôle du pouvoir. Aujourd'hui, comment appréciez-vous les derniers événements ou les événements en cours, j'allais dire, au Zimbabwe? Il faut dire qu'on ne peut pas ne pas être habité par un sentiment de tristesse, de voir la carrière politique phénoménale, respectable à tout point de vue de Robert Mugabe, finir de la sorte. Robert Mugabe est un héros de l'indépendance du Zimbabwe. C'est vraiment un héros de la guerre de libération. C'est quelqu'un qui a conduit son peuple à la liberté, c'est quelqu'un qui a conduit son peuple à l'indépendance. Il a eu à diriger son pays pendant de longues années. 37 ans. Malheureusement, il n'a pas su partir à temps. Il aurait pu avoir le destin de Nelson Mandela, c'est-à-dire conduire son pays à la liberté, asseoir les bases d'une démocratie, renforcer cette démocratie et peut-être passer le témoin à des générations plus jeunes. Malheureusement, Robert Mugabe ne l'a pas compris de la sorte, au point aujourd'hui qu'il se fait humilier. L'humiliation, c'est par exemple que ses propres partisans, l'armée qui a été le pilier principal de son régime, et c'est son vice-président ou bien ses collaborateurs les plus proches sont arrivés à un moment où ils se sont dit trop c'est trop, il faut que le règne de Robert Mugabe cesse, d'autant que ces gens-là étaient placés dans une perspective de devoir assister à une situation où Robert Mugabe allait transférer le pouvoir à son épouse. Je pense que c'est une situation qui est lamentable et regrettable. On ne peut pas, disons, se féliciter de l'intervention de militaires sur la scène politique, mais il faut constater que le peuple zimbabwéen était un peuple exsangue, c'est un peuple qui était fatigué à tout point de vue. Le Zimbabwe constitue l'un des pays les plus arriérés au monde. Robert Mugabe a échoué à tout point de vue, par sa gestion politique, de par sa gestion économique, de par sa gestion, disons, de son pays, le Zimbabwe. Et aujourd'hui, on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais le Zimbabwe est dans une tourmente qui risque de s'accélérer. Et le citoyen zimbabwéen peut se dire, avec les militaires ou avec un autre, nous n'avons pas vu une situation pire que celle que nous avons vécue avec Robert Mugabe. C'est cela qui est triste et qui est lamentable. Alors, Omar Dien,
C'est vrai, Madiamba l'a rappelé tantôt, mais la question que j'ai envie de poser, comment en est-on arrivé à cette situation à laquelle nous assistons présentement? Oui, c'est vraiment dommage qu'on en soit arrivé là, parce que Mugabe, dans les années 80, il avait bien commencé. L'économie du pays était florissante, il y avait beaucoup de... L'agriculture marchait bien. Politiquement, il était bien assis, de par son héritage dans la lutte pour la libération du pays. Donc c'était vraiment quelqu'un qui avait du charisme et qui n'était pas contesté du tout. Donc qui régnait en maître, sans partage, et même son aura allait au-delà de son pays. Il était adulé en Afrique australe, sa zone, et aussi dans l'ensemble du continent, donc de par son background de combattant. Mais actuellement, ces 37 ans de règne, donc 37 ans c'est trop. Entre-temps, il y a eu beaucoup de problèmes avec ses partisans d'abord, ses compagnons de lutte, il en a éliminé durant tout son règne, pendant ces 37 ans-là. L'actuel, avec le vice-président qui a été limogé récemment, fait partie des rescapés, et il était promis à un bel avenir donc, pour remplacer Mugabe, mais les luttes de clans en ont décidé autrement. Donc il a été en quelque sorte victime de cette faction pro-Gbagbo, vous voulez dire, l'ancien vice-président qui est d'ailleurs de retour aujourd'hui au Zimbabwe. Voilà, en fait c'était des luttes internes à l'intérieur du parti. Les gens qui ne voulaient pas du tout de la présence de son épouse, qui n'avait d'ailleurs aucun background historique, qui n'avait rien à revendiquer. Elle a été parachutée par Robert Mugabe et par un clan, la génération 40. Mais les vétérans nous voyaient ça d'un très mauvais œil. D'ailleurs, aujourd'hui même, le chef des vétérans, un certain Chris, a lancé un ultimatum donc, à Mugabe. Il lui a demandé carrément de démissionner. En fait, les vétérans veulent lui ménager une porte de sortie. Donc c'est quelqu'un qui a un héritage politique inestimable, mais comme l'a dit Madiamba, il a tout gâché durant son règne. Les gens ne veulent pas l'humilier, mais actuellement au stade où on en est, c'est quasiment une humiliation. Alors, Madiamba, vous l'avez dit tantôt, il s'accroche encore au pouvoir, une partie de la société civile zimbabwéenne qui réclame son départ. Aujourd'hui, à quoi finalement est-on en train d'assister ou à quoi faudrait-il s'attendre dans les jours qui viennent? Vous savez, cette crise risque d'avoir un dénouement tragique si jamais Mugabe ne prend pas la hauteur de démissionner. Démissionner, rendre le pouvoir et aller faire autre chose. Je ne vois pas les militaires reculer. Je ne vois pas la population zimbabwéenne reculer. Donc, au lieu d'arriver à une situation de guerre civile, où il y a une situation où il y aurait peut-être du sang zimbabwéen qui serait versé, je pense qu'aujourd'hui, Mugabe doit avoir conscience qu'il a fait son temps et qu'il doit pouvoir se mettre dans une logique de partir. Maintenant, partir, la question est importante, parce qu'il faut une transition. Cette transition vers quoi? Est-ce une transition pour perpétuer le régime de Mugabe? Je ne pense pas que ce soit la meilleure chose pour le Zimbabwe, ni pour l'Afrique. Une transition pour asseoir plus de démocratie? Une transition pour ouvrir les jeux politiques? Certainement oui. Mais tout compte fait. De mon point de vue, il faudra éviter les extrémités. L'extrémité, c'est-à-dire, on connaît Mugabe, on connaît son caractère, on connaît son tempérament. On ne peut pas s'attendre à ce qu'il accepte comme ça de passer la main, mais devant une situation qui est là, je crois que l'intelligence et la lucidité et son sens patriotique doivent lui commander de pouvoir accepter de tourner la page. Surtout que les gens veulent, comme l'a dit Oumar, lui aménager une porte de sortie. Les gens ne veulent pas l'humilier.
Mugabe reste un symbole dans son pays. Et ses collaborateurs, aujourd'hui, c'est la mort dans l'âme que l'armée intervienne à ce niveau-là. Ils auraient souhaité se passer d'une telle éventualité, mais malheureusement... Ce qui est constant, Mme Baldian, ce qui est constant, la succession est déjà ouverte. Aujourd'hui, on a constaté, on a remarqué le retour de l'ancien vice-président, dont l'éviction a provoqué ce coup de force. Ça vous dit quoi, le retour soudain de l'ancien vice-président, qui avait d'ailleurs proféré des menaces au lendemain de son éviction? Oui, en fait, c'est effectivement l'aboutissement d'un jeu politique. C'est une épreuve de force. Le vice-président avait été limogé par le président Mugabe. Il n'a pas voulu se faire à cette idée-là. Le chef d'état-major de l'armée a clairement dit qu'il n'accepterait pas le limogeage du vice-président. Et je crois que cet avertissement n'a pas été entendu. Et c'est ce qui a justifié l'intervention de l'armée. Aujourd'hui, il y a deux camps qui sont opposés. Le camp de Grace Mugabe et le camp disons, des caciques du pouvoir de Mugabe qui sont dans le parti et qui sont avec Mugabe, mais qui ne veulent pas se faire voler le pouvoir par le camp de Grace Mugabe. Il y a aussi un autre camp, c'est le camp de l'opposition traditionnelle avec les Morgan Tsvangirai qu'on a vu tout à l'heure, qui aujourd'hui se prépare à se dire, écoute, c'est notre heure maintenant, de l'instant que la ZANU-PF, qui était notre adversaire principal, est aujourd'hui divisée et qu'il y a une querelle intestine, c'est peut-être l'occasion pour nous d'arriver au pouvoir de façon plus évidente. Alors, Omar Dieng, pour rebondir un peu sur ces propos, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que l'opposition amenée par Morgan Tsvangirai peut tirer profit, ou cette situation profiterait-elle à l'opposition amenée par Morgan Tsvangirai? L'opposition amenée par Morgan Tsvangirai, je dirais qu'elle a perdu un peu de terrain. Ces dernières années, elle n'a pas été à la hauteur de la lutte politique. Bon, il est vrai que le pouvoir de Mugabe est un pouvoir répressif, est un pouvoir antidémocratique, parce que Mugabe a fait changer plusieurs fois la loi électorale. Et toujours c'est en faveur de son parti et de son clan. Et Morgan Tsvangirai, il est vrai qu'il a combattu pour en arriver à remporter les élections de 2008. Au premier tour, il avait gagné les élections. Mais au deuxième tour, il s'est désisté parce qu'il y avait beaucoup de violence à l'encontre de son camp. Et Mugabe a remporté l'élection sans adversaire. Donc, ce qui a conduit à un gouvernement d'union, et ce gouvernement a duré. Mais Tsvangirai, toujours, il était poussé, disons, vers la sortie par le clan Mugabe, mais il s'est accroché. Mais je ne crois pas qu'actuellement, il ait une force qui lui permette de peser sur la balance. Parce que c'est la lutte actuellement. On peut dire que c'est une révolution de palais. Ça se passe au niveau des ZANU-PF. Et actuellement, c'est les militaires donc, qui ont le pouvoir en main et qui vont tout faire pour écarter Mugabe. Et peut-être qu'il y aura une transition avec le vice-président, parce que le vice-président... Il est soutenu par l'armée. Il est soutenu par l'armée. On peut presque dire qu'il est de l'armée, parce que c'est un ancien combattant. Donc tout reste actuellement dans l'armée. Je ne vois pas le jeu, le poids que pourrait peser Morgan Tsvangirai. L'actualité africaine, ou l'une des actualités africaines également, c'est la situation politique à laquelle nous assistons notamment au Togo, avec cette coalition de 14 partis de l'opposition qui continue de réclamer la démission ou le départ immédiat de Faure Gnassingbé, l'actuel président du Togo. Mme Baldian, cette situation, elle vous inspire quel commentaire? Bon, c'est une situation que nous observons avec beaucoup d'intérêt. Le Togo fait partie d'un espace économique commun avec le Sénégal et les pays de la sous-région, la CEDEAO. Le Togo fait partie de l'UEMOA aussi. Le Togo est un voisin et toutes les situations qui peuvent se passer au Togo ou dans un autre pays voisin du Sénégal, ou bien qui partagent le même espace, ne sauraient nous être étranges. C'est pour ça qu'il faut une attention particulière à la situation au Togo. Cette situation, elle est un peu explosive, elle est grosse de danger. Grosse de danger dans la façon dont les choses se sont déroulées.
on avait l'habitude de voir des manifestations politiques au Togo, qui sont des manifestations pacifiques, qui s'inscrivent dans le cadre de la lutte normale pour la conquête démocratique. Mais aujourd'hui, depuis le 19 août, les manifestations ont connu une nouvelle tournure. La nouvelle tournure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une violence qui est là, exercée par des manifestants contre les forces de sécurité, en riposte ou en représailles, ou bien peut-être qu'ils prennent l'initiative. Le fait est qu'il y a des forces de sécurité qui ont été laissées sur le carreau, tuées ou violentées par des manifestants. La riposte ne s'est pas fait attendre, donc il y a eu plus d'une dizaine de morts. Mais là où il y a une escalade, c'est que l'opposition semble demander le départ immédiat du président Faure Gnassingbé, comme vous l'avez dit. Mais cette revendication, de mon point de vue, risque d'être difficilement acceptable dans la mesure où Faure Gnassingbé a été élu en 2015 pour un mandat qui termine en 2020. Demander à un président de la République qui a été élu dans des conditions démocratiques, et cette élection n'avait pas l'objet de contestation, lui demander d'écourter son mandat, de mon point de vue, ce sera difficilement acceptable, d'autant qu'il n'y a pas, à la demande, il n'y a pas une situation disons, de catastrophe au Togo qui justifierait, par exemple, la mise en place d'une transition. Donc, aujourd'hui, pour dire clairement les choses, je ne vois pas Faure passer la main avant d'aller aux élections de 2020. Maintenant, qu'il soit candidat aux élections de 2020 ou qu'il ne soit pas candidat, c'est une autre histoire. Mais aujourd'hui, il y a des réformes politiques qui peuvent être possibles, il y a un dialogue politique qui peut être possible, mais pour que ce dialogue-là soit possible, il faut que les deux parties puissent s'asseoir autour d'une table, mais aussi que chaque parti puisse accepter de faire des concessions à l'endroit de l'autre. Et ça ne me semble pas être une dynamique dans laquelle on s'inscrit. Et il y a aussi un autre péril qui est là. C'est-à-dire qu'il y a une montée d'un irrédentisme tribal sous fondement de revendications politiques. Il y a aussi une montée d'un certain irrédentisme religieux. Et ces spectres qu'on est en train d'agiter au Togo doivent inquiéter. Quand on voit comment des situations ont pu être vécues dans des pays comme le Nigeria, avec une montée d'un islamisme radical, ou dans d'autres pays africains, je pense qu'il faut qu'on y prenne garde. C'est pour ça, d'ailleurs, moi j'avais fait un papier pour dire, le Togo, il faut qu'on y prenne garde. Il faut qu'on y prenne garde pour éviter un embrasement, pour éviter une escalade de la violence, mais aussi pour éviter une déstabilisation qui risque d'être préjudiciable à toute la sous-région. Alors, au Togo, ce dialogue de sourds entre l'opposition et le pouvoir incarné par Faure Gnassingbé, l'opposition qui continue à réclamer non seulement le retour à la Constitution de 1992, mais également le départ immédiat du président Faure Gnassingbé. Madiamba l'a dit tout à l'heure, les conséquences finalement d'une telle situation politique au Togo. Bon, on vient de parler du Zimbabwe, maintenant on parle du Togo. Ces deux pays qui... Ce qui les caractérise, c'est un long règne d'une famille, d'un clan. Sauf que là, lui, il a régné durant 37 ans sans partage au Zimbabwe. Mais ici, c'est la même famille, hein? Le père, le fils. Bon, on est toujours dans la même famille. L'opposition, il va diviser. Il y a une partie de l'opposition qui réclame le départ de Faure Gnassingbé. C'est significatif. Voilà, il y a une autre partie qui réclame le retour à la Constitution de 92. Et comme l'a dit Madiambal, la situation est explosive, la situation est dangereuse parce qu'il y a d'autres événements, d'autres éléments qui s'y sont greffés. Donc le risque d'irrédentisme religieux et régional. Vous savez, au Togo, on parle du nord et du sud. Il n'y a pas de est ou ouest vu la configuration du pays. C'est des divisions qui datent de très longtemps. Soit on est du nord, on appartient au nord, ou bien on appartient au sud. Et c'est des divisions qui ont été accentuées par le président Adema. Quand on parle à des Togolais, bon, ils vous diront que c'est les Togolais, les originaires du région du président qui sont favorisés. Et ce que vient de dire Madiamba, donc ce n'est pas étranger à ces révoltes-là. Il y a des gens, il y a des régions, des parties du pays qui se sentent délaissés, qui n'ont jamais gouverné, qui pensent que leur heure est venue pour peser sur la balance, pour faire changer les choses. Mais l'opposition, il va un peu diviser. Il y a aussi une médiation de la CEDEAO
Le président en exercice de la CEDEAO, l'actuel président du Togo, Faure Gnassingbé. Alors là, je vais juste rebondir en attendant de revenir à vous. Madiambal, finalement, on voit que chacun reste campé sur sa position. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour une solution de sortie de crise? Bon, ce qu'il faudra faire, je pense que le gouvernement togolais a enclenché une dynamique de dialogue. Ils ont appelé l'opposition togolaise au dialogue. Cette opposition semble être dans les dispositions ou bien s'apprête à aller à ce dialogue-là. De toute façon, quand on observe bien la situation au Togo, on a vu dernièrement les marches qui étaient violentes. La dernière marche a été très pacifique, encadrée par la police, mais aussi même l'opposition a pu s'organiser pour mettre en place son service de sécurité propre. Et il n'y a pas eu de heurts, il n'y a pas eu d'anicroche. Je pense que c'est cela la manifestation démocratique qu'il faut encourager. Maintenant, comme vous le craignez, les deux partis peuvent s'ignorer. Je ne pense pas que les partis pourront continuer à s'ignorer. Un dialogue politique sera ouvert, ils vont parler du processus électoral, ils vont parler de la réforme de la Constitution comme l'exige l'opposition. Le pouvoir togolais est dans cette logique-là parce que d'ailleurs même les revendications qui étaient formulées pour la réforme de la Constitution ont été satisfaites déjà par une proposition du gouvernement qui a dit la limitation des mandats du président de la République à 2, l'organisation du scrutin à 2 tours, qui étaient aussi les revendications fondamentales. Le gouvernement a concédé à ces demandes-là. Maintenant, là où le bas blesse, c'est que l'opposition a demandé à ce que la limitation des mandats soit rétroactive, c'est-à-dire s'applique au mandat déjà passé. Ce qui, du point de vue de la légalité connue de tous, n'est pas possible. La loi ne dispose que pour l'avenir, surtout une loi constitutionnelle. Cette nouvelle loi-là ne peut pas gérer des situations antérieures. Maintenant, comment le Togo pourra trouver un artifice pour se sortir de cette situation-là? Je pense que la situation ne peut pas ne pas se débloquer autrement que par le dialogue, par la discussion et par des concessions de part et d'autre. Alors, une dernière question avant de clôturer cette émission, Oumar Dieng. La solution, de façon efficace, c'est vrai qu'il y a les organisations sous-régionales, l'Union africaine, la CEDEAO, qui avait appelé d'ailleurs à un référendum, il est rejeté par l'opposition. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Togo ne bascule pas dans la violence? Je pense qu'il faut privilégier le dialogue. Il n'y a que le dialogue qui peut faire sortir ce pays du gouffre dans lequel il est actuellement. Je pense qu'il y a plusieurs canaux de dialogue. Il y a des canaux déjà internes, il y a au sein même de la société togolaise, il y a des chefs traditionnels qui s'activent pour faire joindre les deux bouts, l'opposition et le pouvoir. Il y a aussi les organisations sous-régionales. Il y a des bonnes volontés qui sont peut-être au sein de la sous-région, qui s'activent aussi pour que les deux camps puissent dialoguer. Oui, le président ghanéen qui a envoyé une délégation pour par exemple. Et je pense que c'est le dialogue qui peut... Parce que vous avez parlé du président ghanéen, et le Ghana subit déjà les dégâts collatéraux de ce conflit, parce qu'il y a beaucoup de Togolais qui traversent la frontière pour aller se réfugier au Ghana voisin. Et je pense que si on privilégie le dialogue, comme l'a dit Madiambal, il y a déjà des concessions de la part du pouvoir, et aussi, il faut aussi qu'il y ait des concessions de la part de l'opposition pour que les deux camps puissent se rencontrer. Parce que l'élection à 2 tours, ça n'a jamais existé au Togo. Quand on parlait d'élection à 2 tours, ou bien de la limitation des mandats au sein de la CEDEAO, il y a 2 pays qui freinaient des 4 fers. C'est le Togo et la Gambie de Yaya Jammeh. Et actuellement, je pense que si le président Faure accepte cette concession de limitation des mandats, je pense que c'est une bonne chose, c'est une bonne voie pour régler ce différend. C'est la fin de cette émission Talk Afrique Presse. Merci
à Madiambal Diagne, président du groupe Avenir Communication. Également, félicitations parce que pour la distinction, vous avez remporté le prix Norbert Zongo, ce journaliste d'investigation Burkina Faso. Merci Madiambal Diagne, président du groupe Avenir Communication. Merci également à Oumar Dieng, journaliste à l'agence de presse africaine, APA News. Merci également à vous d'avoir été de nôtres. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de Medi 1 TV. Grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro. Thank you.